Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'accès au foncier des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je me présente, je m'appelle Baptiste Meyer, je suis chargé d'animation territoriale à la CRES Centre-Val de Loire, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je vous invite encore une fois, voilà, à bien faire attention à votre micro pour éviter les interférences. Vous dire également que ce webinaire est enregistré. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ma collègue Émilie Guillet qui est en support technique de ce webinaire et qui vient de démarrer l'enregistrement. Donc, vous pouvez couper votre caméra si jamais vous ne souhaitez pas apparaître. Vous dire également qu'il y a un pad de prise de notes collective qui a été partagé dans la conversation de ce webinaire auquel vous pouvez accéder. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures pour parler foncier. Donc, si jamais vous devez nous quitter plus tôt, aucun souci, évidemment, vous êtes libre de le faire. Vous aurez l'occasion de prendre la parole, de poser des questions à différents moments de ce webinaire. Nous vous inviterons à lever la main et nous vous dirons voilà, quand est-ce que nous ouvrirons les prises de parole. Si jamais vous avez une question à poser, on essayera de faire au mieux malgré le temps imparti. Voilà, je vous invite à mettre dans la conversation, à identifier qui vous êtes, à donner votre nom, le nom de votre organisation et à dire, à partager pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Voilà, si vous le souhaitez, encore une fois, chacun est libre. Et sans plus attendre, je vais donc donner la parole à Hervé Renaud, qui est vice-président de la CRES Centre-Val de Loire, pour quelques mots d'introduction. Hervé, la parole est à toi. Merci Baptiste, bonjour à tous et bienvenue. Je prends le relais de Jean-Louis Denou, président qui est empêché ce jour. Cette conférence sous forme de webinaire fait suite à la conférence régionale de l'ESS qui a eu lieu à l'automne et qui avait mis en avant le sujet du foncier pour les structures de l'ESS et puis le rôle des collectivités locales pour l'accompagnement de ces structures. Donc, ce webinaire, normalement, doit vous permettre d'apporter un éclairage sur ce sujet, mais aussi démarrer probablement une démarche au plus près du territoire, et notamment en milieu rural, parce que c'est là où il y a un certain nombre de besoins qui ne sont pas satisfaits et où le foncier est vraiment souvent le point d'achoppement d'initiatives locales. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'on a un temps relativement court et je préfère qu'il y ait des échanges sur les questions. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Hervé pour ces quelques mots d'introduction. Voilà, effectivement, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le programme de ce webinaire qui a été co-construit avec Village Vivant et Thibaut Berlingen, qui est responsable des territoires chez Village Vivant. Alors, Émilie, si tu peux passer sur la slide du programme, s'il te plaît. Voilà, donc nous avons eu quelques mots d'introduction par Hervé Renaud. Nous aurons une première partie qui présentera les enjeux et les outils pour l'accès au foncier des projets d'économie sociale et solidaire, avec notamment l'exemple de Village Vivant.
Nous ouvrirons une courte séquence de questions-réponses. Nous prendrons 2 ou 3 questions à ce moment-là, en lien avec la partie 1, si vous en avez. Puis nous poursuivrons sur une deuxième partie qui s'intéressera tout particulièrement au rôle et aux postures des collectivités locales. Donc avec différents rôles, outils et approches possibles pour faciliter l'accès au foncier. Et nous aurons le témoignage de Monsieur Laplot, qui est maire de la commune de Saint-Patern-Racan en Indre-et-Loire. Voilà, nous finirons ce webinaire sur un échange plus libre de questions-réponses avec les différents intervenants. Donc, nous vous invitons encore une fois à couper vos micros pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Sinon, nous le ferons de manière très arbitraire pour éviter les nuisances sonores. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole sans plus attendre à Thibaut pour commencer donc ce webinaire. Thibaut, la parole est à toi. Merci beaucoup Baptiste et Émilie, merci aussi pour la technique. Si jamais tu peux passer la slide suivante, je crois qu'il était prévu une image sur le fameux qui a été si tu peux peut-être la lire juste un instant pour vous signaler que donc, la présentation qui vous sera fournie contient aussi quelques liens vers des ressources et donc en tout premier lieu ce guide pratique de l'accès au foncier des acteurs de l'économie sociale et solidaire que la CRES a donc publié il y a quelques mois déjà. Donc peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà consulté. Donc moi, je vous parle aujourd'hui en double qualité, à la fois celle de co-rédacteur de ce guide, donc avec Fanny Côté, une collègue, et l'équipe de la CRES, pour, sur un format assez synthétique, proposer un certain nombre de réflexions et de ressources sur cette question de l'accès au foncier. Donc nécessairement, on fait un peu la promotion de ce guide puisque l'idée de ce webinaire, c'est aussi de se dire que si ces sujets vous intéressent, vous titillent aussi, vous y trouverez quelques ressources complémentaires. Mais vous verrez, voilà, le principal objet de ce guide, c'est surtout de poser le sujet et de vous inviter ensuite à creuser les choses au sein du réseau de la CRES, entre pairs, entre collectivités, en échangeant avec les porteurs de projets aussi chez vous sur leurs besoins. Et la deuxième, voilà, le deuxième endroit d'où je vous parle, c'est la coopérative Village Vivant, puisque j'y suis salarié. Coopérative que je vais plus vous présenter là sur cette première partie. Donc, si tu peux passer la slide de couverture, Émilie. Première partie qu'on a voulu dédier aux enjeux, donc préciser cette question. Pourquoi l'accès au foncier, l'accès à l'immobilier est-il tellement un enjeu pour ces acteurs de l'ESS et comment on perçoit cet enjeu-là, et quels nouveaux outils se déploient aujourd'hui et viennent interroger du coup le rôle des collectivités. Et donc nécessairement, puisque je vais vous parler d'outils, je vais m'appuyer sur un exemple que je connais bien puisque c'est celui de la coopérative dans laquelle je travaille, et vous comprendrez donc un peu mieux d'où je vous parle. Simplement vous dire que donc moi, au sein de cette coopérative, je suis responsable de l'accompagnement des territoires. Je suis arrivé d'expériences précédentes au sein de programmes d'accompagnement de collectivités. Je pense notamment à Action Cœur de Ville et d'autres programmes qui voilà, traitaient les questions de revitalisation. Et donc c'est avec cet angle-là aussi qu'on va aborder les choses. Je sais aujourd'hui que vous êtes des collectivités aussi de différentes tailles, et donc voilà, plus ou moins concernées par des programmes soit de revitalisation en zone rurale, soit pour des collectivités plus urbaines, de cette question plus prégnante des centralités, des centres-villes, qui elles aussi aujourd'hui sont regardées à l'aune de ce même vocable de la revitalisation, puisqu'elles rencontrent aussi des difficultés. Si tu peux passer la slide suivante, merci. Donc justement, quand on regarde ces questions de revitalisation, alors nous, c'est un terme qu'on n'aime pas forcément parce qu'on a l'impression qu'on est face à des territoires ou des centralités qui sont vraiment totalement en train de décrépir et qu'il faudrait voilà, venir sauver d'un coup de baguette magique, alors on est loin de ce constat aussi dichotomique, aussi manichéen. Mais bon, voilà, ça dénote quand même quelque chose. En réalité, nous, on a fait un double constat chez Village Vivant, on l'a partagé aussi là avec la CRES, avec tous les acteurs avec qui on travaille sur ces sujets-là. C'est qu'on a d'un côté, et donc ces programmes le montrent, voilà, depuis 2015, le premier programme de revitalisation des centres-bourgs en zone rurale, on voit sans cesse ces images de vitrines vacantes
qui font la couverture de livres, de journaux, de départ des services, etc. Donc, qui est loin d'être, qui remonte même bien avant ces programmes-là, mais un constat où en fait on a une problématique de vacances forte et face à laquelle on a du mal à trouver des solutions, et qui est le symptôme premier des dévitalisations. Mais en face, pour autant, on a, et notamment dans ces zones rurales, puisque c'est là où nous, on travaille, une vitalité des projets et des solutions qui s'inventent et se réinventent localement par des collectifs, par des entreprises sous toutes leurs formes, et en particulier, puisque c'est notre sujet ici, des entreprises qu'on appelle de l'économie sociale et solidaire parce qu'elles choisissent d'entreprendre en collectif, qu'elles choisissent de placer l'utilité sociale en premier lieu, qu'elle choisisse des statuts que sont ceux de l'association, parce que oui, on peut entreprendre au sein d'une association ou de la coopérative, et que ça les aide à trouver des ressources, que ce soit des ressources bénévoles, collectives, en termes de financement, en termes d'intelligence de projet, qui leur permettent de répondre aussi à cet enjeu de recréer du service, de l'activité, dans des zones où c'est peut-être plus compliqué. Notamment parce qu'on est loin des villes, si on reprend donc ce sujet du rural. Donc il y a des solutions, il y a des acteurs, il y a des projets. Donc là, à l'image, vous voyez des cafés associatifs, des épiceries coopératives, des brasseries en coopérative. Donc plein d'exemples que j'imagine vous côtoyez et rencontrez aussi de vos côtés, sans parler des tiers-lieux. Alors on y reviendra aussi au cours de ce webinaire, puisque c'est un sujet parmi les sujets mais dont on se parle de plus en plus, qui se développent. Et pour autant, ces acteurs-là ont de grosses problématiques immobilières, ne rencontrent pas nécessairement les locaux qui conviennent pour leur activité. Donc le constat qu'on fait, c'est vraiment cette inadéquation entre, d'un côté, on aurait plein de locaux vacants, mais vacants ne veut pas dire disponibles, et de l'autre côté, des acteurs qui ont des besoins immobiliers particuliers et ne rencontrent pas l'offre suffisante. Si tu peux passer la slide suivante, Émilie. On a détaillé, alors vous retrouvez des éléments plus précis dans le guide notamment, mais on a détaillé un peu ce constat-là. Alors si on reprend justement l'exemple des tiers-lieux qui est assez parlant, parmi ces enjeux, il y a la question des conditions tarifaires, mais pour tout projet économique, quand on démarre, si on est locataire, le loyer, c'est une charge fixe. Donc, si on a prévu une croissance d'activité avec des ressources variables et qui vont monter crescendo, ça veut dire que si on a dès le démarrage un loyer très fort, on plombe son démarrage. On sait comment les 3 premières années sont essentielles pour un entrepreneur et a fortiori pour un entrepreneur de l'ESS. Mais au-delà de ces conditions tarifaires, c'est la question aussi de la visibilité dans le temps long. Quand on s'installe, quand on entreprend, il y a besoin d'investissement. Donc, si on est sur des baux précaires ou des situations locatives avec un manque de sécurité, même dans une situation où on nous met parfois à disposition un local, si on ne peut pas voir sur le temps long, c'est compliqué, c'est dur de sécuriser aussi. Si on reprend l'exemple des tiers-lieux, c'est des lieux où on se crée des communautés d'usagers, on met à disposition des locaux pour plusieurs acteurs qui font des choses ensemble. Donc, s'ils ne peuvent pas de manière pérenne se projeter, ils ont du mal à construire aussi, on a du mal à agréger cette communauté. Il y a la question aussi de pouvoir faire évoluer cet immobilier dans le temps. C'est des projets qui ont vraiment aussi vocation à s'adapter, à muter, à expérimenter. Donc, voilà, parfois, il faut pouvoir démarrer petit pour grossir. Et c'est aussi des projets qui questionnent beaucoup la question du collectif. Et souvent, donc là, si on passe plutôt sur des projets d'acquisition, qui viennent me poser la question de comment on propose peut-être un autre modèle de propriété, comment peut-être collectivement on rachète, peut-être que le projet immobilier en soi fait partie aussi du projet de l'acteur, de l'activité, parce que c'est une manière de faire appel à des tiers, à des citoyens, à des usagers, aux collectifs d'entrepreneurs pour collectivement racheter. Et du coup, là, on vient poser des questions aussi assez techniques de par quelle modalité on crée aussi une forme de propriété collective. Voilà, j'en passe, mais après, les problématiques qu'on analyse, elles dépendent aussi beaucoup des territoires. Mais ce qu'on observe, c'est que pour ces acteurs-là, soit on souhaite s'installer dans des territoires à forte pression foncière, notamment près des centres urbains, des métropoles, mais dans certaines zones rurales, cette pression foncière, elle est aussi ressentie. Donc, du coup, on est en très forte concurrence avec les acteurs de l'économie classique ou d'autres types d'installations, logements ou autres.
Donc la recherche immobilière, elle est encore plus complexe. Mais par ailleurs, dans les territoires plutôt détendus, où il n'y a pas de marché, on est face à la rareté aussi du foncier. Donc en fait, voilà. Après, il faut analyser ces enjeux-là un peu territoire par territoire, mais on se rend compte que globalement, partout sur le territoire français, on retrouve un peu ces différents enjeux et niveaux de blocage qui donc nous amènent à chercher des solutions, chercher des outils. Et là, vous voyez à l'écran un chiffre qui est parlant, c'est que si on reprend l'exemple des tiers-lieux, seulement 15% sont propriétaires de leur lieu. Alors, je n'ai pas la donnée globale qui a sans doute pas été forcément posée pour les acteurs de l'ESS dans leur ensemble, mais ça montre bien que s'ils sont pas, si 85% ne sont pas propriétaires, bah, qui est propriétaire pour ce secteur-là? Est-ce que ça doit être des collectivités? Est-ce que ça doit être d'autres acteurs? C'est un peu à ces questions-là qu'on va vouloir répondre. Si tu peux passer la slide suivante, Émilie. Ce qu'on ressent face à ces enjeux, face à aussi ce constat d'inadéquation entre l'offre et la demande, donc c'est un besoin d'intermédiation à minima, d'accompagnement, pour pouvoir justement un peu huiler les rouages qui font que offre et demande ne se rencontrent pas nécessairement. Donc c'est là où je vais commencer à vous parler un peu de nous, de Village Vivant, mais surtout à titre d'exemple, à la fois parce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on regarde un peu notre expérience dans différents endroits en France, qu'on est un peu parmi les premiers à avoir créé ce genre de structure et que du coup ça fait aussi un peu parler, mais surtout qu'on l'a créé. Donc la structure elle est née en 2016-2017, à un moment donné où ce sujet des foncières et de créer des outils territoriaux pour agir sur l'immobilier a commencé à arriver, voilà, à faire vraiment actualité. Et on s'est rendu compte qu'on en était une et qu'on pouvait aussi, par l'expérience, et on aime voilà, beaucoup appuyer notre propos aussi par le concret, par l'expérience et par l'opérationnel auquel on est confronté tous les jours. Donc, Village Vivant, qu'est-ce que c'est? C'est, je le disais, une foncière, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va lever des fonds pour pouvoir racheter des bâtiments qui sont vacants, les rénover et les mettre en location à des porteurs de projets. Donc, quand je vous parlais d'intermédiation, c'est exactement notre rôle. C'est des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'associations, de collectifs de citoyens qui ont un projet qui, eux, donc, voilà, en leur main l'activité, ont besoin d'un lieu pour l'installer, n'ont pas forcément la capacité à eux-mêmes racheter, font face souvent à des biens qui justement sont à vendre. Alors ça, c'est vraiment un constat qu'on fait beaucoup en zone rurale, c'est que finalement le marché locatif est quand même assez complexe, ou alors il y a des choses à louer qui ne sont pas du tout correctes. Donc il faudrait pouvoir racheter, rénover, louer. Ils ne peuvent pas faire ça, donc ils font appel à nous. Et nous, avec la capacité, les fonds qu'on a levés auparavant, on le fait à leur place et on leur met en location, propriétaire classique, mais pas tant finalement, vous allez le voir. Donc nous, on a développé cette activité depuis notre siège dans la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et on intervient donc sur un gros quart sud-est, mais donc voilà, on a aussi un regard un peu extérieur puisqu'on n'est pas aujourd'hui présent sur votre région. Si tu peux passer la slide suivante, Émilie. Donc, si je vous parle de Village Vivant, c'est aussi pour vous parler des foncières, parce que je pense que ça fait partie des sujets pour lesquels certains d'entre vous s'inscrivent aussi à ce genre de webinaire, puisqu'on entend aussi beaucoup parler. Donc, qu'est-ce que c'est une foncière? En fait, c'est un outil qui va venir intervenir sur l'ensemble de la vie, l'ensemble des phases d'un projet immobilier. Et ça me permet aussi d'introduire cette notion un peu technique aussi, voilà, ces notions de phase au sein d'un projet immobilier, puisqu'en fait, c'est un outil méthodo. D'ailleurs, ce diagramme est issu du guide dont on vous parlait. C'est vraiment un outil méthodo important pour tout niveau de projet immobilier, pour se redire où on en est, de quoi on a besoin et où on va sur un projet. Puisqu'un projet immobilier, il commence par la prospection, trouver. Donc ça, j'ai commencé à l'aborder, c'est déjà difficile en soi. Bon, après, voilà, et puis au sein de chacune de ces phases, il y a des professionnels pour ça, mais là, on voit que les agents immobiliers, c'est un peu leur rôle, la prospection aussi, mais c'est pas. Aujourd'hui, on va de moins en moins chercher un agent immobilier quand on a besoin de s'installer. En fait, ça se fait plutôt bouche à oreille sur des plateformes comme Le Bon Coin, etc. Donc maintenant, la prospection, elle est diffuse et elle est de plus en plus complexe aussi. Ensuite, il faut pouvoir financer son projet, et c'est là où aussi est tout l'intérêt d'un outil tiers. Je vous présenterai ça juste après, comme Village Vivant, qui va chercher des financements très divers, parce que financer un projet immobilier, c'est un besoin en capitaux important. Les phases d'acquisition.
donc qui elles-mêmes sont aussi des délais, hein, parce que derrière chacune de ces phases, je le disais, il y a des compétences particulières, mais il y a aussi un temps de l'immobilier qui est long et qui n'est pas toujours celui de l'entrepreneur. Donc voilà, il y a des délais qui sont incompressibles sur un projet immobilier. Alors ceux du chantier, évidemment, on va y venir, mais ne serait-ce que le délai entre un compromis et une acquisition, il peut être très long. Et même avant le compromis, entre une négociation avec un propriétaire sur un prix et un compromis, parfois ça met 1 an, nous ça nous arrive dans des projets, et ben, en face, il faut qu'un entrepreneur puisse attendre pour s'installer. Est-ce que c'est possible? Ensuite, il y a donc le temps des travaux, je le mentionnais, avec tous les aléas que ça représente aussi. Aujourd'hui, c'est particulièrement un sujet avec les prix des matériaux. Le temps de gestion, qui est souvent pas considéré. Parfois, voilà, on a l'impression qu'une fois qu'on a acheté, qu'on a fait les travaux, qu'on a installé, le projet immobilier il est fini, mais non, il faut gérer, entretenir. Si ça peut être de la gestion patrimoniale, si en l'occurrence le bien est mis en location. C'est des compétences, la gestion locative. C'est pas simplement envoyer des quittances de loyer tous les mois. Il faut pouvoir voilà, gérer des aléas, un dégât des eaux, une assurance. Enfin, voilà, j'en passe, mais pour vous dire qu'il y a des choses très très concrètes en fait derrière chacune de ces étapes. Et enfin, se questionner sur la revente et l'éventuelle plus-value et un modèle immobilier qui dépend aussi de est-ce qu'on pourra revendre à terme, à quel prix, est-ce que notre bien va prendre de la valeur, est-ce qu'on sécurise aussi des capitaux. Donc voilà, je passe très vite hein, sur l'ensemble de ces étapes, mais ce qui est important, ce que je mets en dessous de cette slide, c'est la question du temps qui se pose toujours, la question des compétences et la question aussi des financements, puisque derrière chacune de ces étapes, il y a des notions aussi de flux financiers. On va y venir un peu plus loin, mais la gestion, par exemple, peut être quelque chose qui est financé, qui est une activité économique. Et d'ailleurs, beaucoup de tiers-lieux aussi se financent comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent des espaces en location à leurs usagers et ils prennent une marge sur le loyer qui leur permet de financer aussi leur activité de coordination de gestion. Donc voilà, il y a chacun de ces éléments mériterait aussi d'être détaillé. Amy, si tu peux juste passer la slide suivante pour qu'on reste dans le timing, vous dire que si on parle beaucoup de foncières, c'est parce que nous qui s'en développe beaucoup en France. Ça, c'est une carte de la Banque des Territoires qui est donc acteur national qui accompagne ces foncières et les étudie voilà, au niveau national. Elle est régulièrement mise à jour et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, se créer des outils partout sur le territoire ou presque partout. D'ailleurs, vous le verrez, vous n'êtes pas forcément un territoire dans lequel aujourd'hui il y en a tant référencé, mais à des échelles très différentes. Il y a des régions, comme la région Occitanie, qui a créé une foncière pour aider les villes, notamment des programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, à réinvestir du commerce, donc qui a créé Focal, une foncière commerciale à échelle régionale. Il y a simplement des villes qui créent à l'échelle d'une ville, d'une agglo ou d'un ensemble d'interco, des départements qui se questionnent. Il y a aussi des acteurs existants comme des bailleurs sociaux qui ont leur propre périmètre ou des EPF qui veulent en créer à leur échelle. Donc ils s'en créent un peu partout sur des formats différents, mais avec toujours ce souci de mutualiser en créant une structure tierce. Et de nouveau, je le dis vraiment, c'est important, à la fois la capacité de financement, mais surtout cette capacité de compétence et d'ingénierie. Et de tout ce que représente justement en termes de besoins d'ingénierie les différentes phases d'un projet immobilier, et qui plus est quand on en a plusieurs à mener de front. Et dans des contextes, ça aussi je l'ai dit, mais assez différents entre des territoires très tendus et où du coup ces foncières elles permettent aussi d'accéder à du foncier qui est rare, qui est cher, ou à l'inverse de territoires peu tendus, mais où là il y a une carence du marché qui fait que personne se positionne pour racheter, rénover des biens qui sinon sont abandonnés. Sur la slide suivante, ce que je veux vous noter ici, c'est que à la fois il y en a partout et il y en a sur des formats très différents. Et nous, on a observé avec Fanny notamment, donc, qui est co-rédactrice du guide, une double tendance. C'est à la fois une diversification des outils publics et plutôt top-down, donc ceux qui sont créés par la puissance publique, par l'institution et qui viennent aider les acteurs localement. Et là, j'en cite quelques-uns, mais de la même manière, il faudrait qu'on précise les choses, mais je pense que vous en connaissez beaucoup. Ils ont chacun leur rôle entre les établissements publics de portage foncier, les EPF ou EPFL, les organismes de logement social, les établissements publics comme les SEM, SPL, donc qui ne sont pas nécessairement des foncières, hein, mais on parle là de tous ces acteurs qui
travaillent sur l'immobilier. Ce qui est un peu nouveau, c'est les organismes de foncier solidaire qui, eux, cherchent à décorréler la valeur du foncier de la valeur du bâti et de maintenir aussi du foncier dans le temps long. Mais aussi des foncières et fonds de dotation créés parfois par des collectivités pour aller chercher des fonds privés. Je pense notamment au département de Loire-Atlantique qui a récemment créé une fondation pour aller chercher du mécénat. Donc, ils s'en créent un peu partout du public, mais ils s'en créent aussi des acteurs. Et dans un mouvement plutôt bottom-up où c'est des acteurs, des entreprises, des acteurs de l'ESS qui créent des outils pour leurs propres besoins ou pour entre pairs s'aider. Et c'est ce qu'a fait Village Vivant. Mais c'est ce qu'ont fait aussi d'autres foncières que vous voyez ici, dans différents territoires, Basse Commune en région parisienne, Belleville autour de Toulouse et de Paris, La Main qui est une foncière spécialement dédiée aux acteurs culturels, donc c'est des tiers-lieux culturels qui sont collectivement confrontés à la fragilité de leur situation immobilière et se sont dit il faut qu'on crée un outil commun pour racheter nos lieux et c'était pouvoir se débrouiller, ou encore la foncière Antidote, qui est un très bon exemple aussi, puisque c'est plusieurs lieux qui se sont dit on va créer un outil commun pour pouvoir facilement lever des fonds et solutionner nos problématiques. Donc il y a deux mouvements qui se confrontent. Je vois leur filer, alors je passe vite pour qu'on clôt cette première partie. Pour revenir sur Village Vivant, et conclure là-dessus, donc la slide suivante. Et juste pour aller au bout, vous compreniez aussi un autre élément de notre projet, mais qui peut s'extrapoler aux autres foncières, à ces autres modèles. Vous dire via cette slide, en fait, l'intérêt de ces outils tiers, on l'a dit, créer un outil tiers, c'est mettre dans une même boîte une équipe, donc des compétences, des financements, etc. Mais c'est aussi pouvoir manipuler des choses et notamment manipuler des structures juridiques. Et cette question du multistructure et de savoir aussi, et je dis ça particulièrement aux collectivités qui sont confrontées, parce qu'en tant que collectivité, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, en tant que maîtrise d'ouvrage public, en tant que, voilà, manipuler des structures qui ont leur propre intérêt. Et voilà, Village Vivant, en l'occurrence, c'est une structure à une multistructure. Alors, on se dit coopérative parce que c'est la structure qui nous gouverne, c'est notre structure principale, c'est une SIC. Je pense que vous êtes un peu familier de ces structures-là. Donc, l'avantage de la SIC, c'est qu'elle peut associer différentes parties prenantes publiques et privées. En l'occurrence, on a une coopérative avec plusieurs collèges et on va retrouver des collectivités, des entreprises, dont celles qu'on installe, celles qui sont nos locataires, elles sont eux-mêmes sociétaires de notre coopérative, donc elles sont un peu copropriétaires aussi de leurs locaux, des partenaires financiers extérieurs, des citoyens. Et la SIC, c'est vraiment le super outil pour lever des fonds auprès des citoyens. Donc nous, ça vient aussi répondre à un enjeu de pouvoir lever des fonds. Mais on a créé d'autres outils, et notamment une SCA. Donc ça, c'est un classique des foncières, hein, d'autres que vous connaissez peut-être comme Terre de Liens, dont on est très fortement inspiré, ou Habitat Humanisme ont aussi des SCA. Ça, c'est des sociétés qui servent à lever des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels, comme la Banque des dépôts, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, l'État, des fonds d'investissement privés, qui, eux, aiment bien se retrouver dans une société particulière, pas mêlée aux habitants ou aux collectivités, voilà, qui n'est pas régie non plus par les mêmes règles que la coopérative en termes de revalorisation de parts, etc. Donc, là, l'idée de créer cette structure-là, c'est vraiment de pouvoir lever des fonds massivement, des fonds privés, et avec tout l'intérêt, en fait, et je vais peut-être conclure là-dessus, mais je peux te laisser peut-être, Émilie, montrer la slide suivante, parce qu'elle illustre justement une partie d'ailleurs des partenaires et des personnes qui se retrouvent dans ces structures-là. Mais ce que vous voyez en haut, c'est des gros partenaires financiers. Et j'allais vous dire en conclusion, l'intérêt finalement de Village Vivant, de nouveau l'intermédiation, c'est que les projets qu'on accompagne, le café associatif ici, l'auberge coopérative en Ardèche, la ressourcerie au fin fond de la Lozère, n'a pas accès à ces financeurs-là, qui eux sont, alors, pour caricaturer, on dirait ils sont à Paris, mais au-delà d'être à Paris, voilà, ils ont besoin quand ils financent de projets à plusieurs centaines de milliers d'euros parfois, de grosses sécurités financières, de dossiers parfois compliqués. Et donc, Village Vivant sait faire, a le métier de pouvoir aller les chercher pour ensuite utiliser ces fonds pour les petits projets. Et par ailleurs, ces gros acteurs-là, ils sont très heureux de pouvoir financer des projets aussi en ruralité, et eux-mêmes n'ont pas accès aux projets en ruralité parce qu'ils ne les connaissent pas ou n'ont pas voilà, les réseaux. Donc, je conclurai là-dessus cette première partie pour vous dire l'intérêt de ce rôle d'intermédiation de la part de Village Vivant, mais on va y venir sur la deuxième partie. Que peut jouer rôle que peut jouer des collectivités ou éventuellement se doter justement d'outils de la sorte.
peut-être qu'on fait une petite pause question s'il y en a. Baptiste, tu me dis ou vous pouvez en poser maintenant pour des questions de clarification avant le petit débat qu'on vous propose en fin de séance. Oui, tout à fait, Thibaut. Merci pour cette première partie. Déjà très dense, donc là, ça permet de faire une petite pause, simplement pour prendre peut-être une ou deux questions, pas plus, parce que nous avons des horaires à tenir. Je crois que vous aviez qu'il y avait une question. Alors, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Si vous souhaitez poser votre question. Sinon, il y avait Monsieur Berthaud, me semble-t-il, qui avait posé une question. Donc, Monsieur Berthaud, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Juste, je voulais savoir par rapport au prix des locaux qui pourraient être achetés par votre le principe, enfin, l'association, enfin, je ne sais pas c'est quel type de structure, mais savoir si le prix des locaux était racheté au prix du marché ou il y avait une négociation qui était faite auprès du propriétaire pour acheter à un prix plus modéré. Oui, merci pour votre question, Bastien. Donc oui, en plus, je vous ai dit multistructure, alors on ne sait plus comment nous appeler. Donc on se dit coopératif quand même, Village Vivant, puisque la SIC, c'est vraiment notre ADN. Les autres structures qu'on utilise, c'est des outils au service de la coopérative. Donc notre coopérative foncière Village Vivant rachète des locaux. Et là, pour vous répondre, nous, justement, on travaille plutôt au dur la négociation avec les propriétaires. Alors, parfois, c'est justement pour acheter au prix de marché. C'est parce que justement, souvent, on a des propriétaires qui vendent des biens qui sont un peu au-delà et du coup, il y a un besoin de négocier pour retrouver un prix de marché ou, si possible, un prix inférieur. Et en fait, là, on est au cœur de, si je vous remets la frise ou si Mini, tu la remets, la c'est l'acquisition. Et dans l'acquisition, il y a toute cette phase de négociation. Et c'est là où, quand je disais, derrière chaque phase, il y a des compétences et voilà, plus ou moins de facilité à le faire. C'est clair que nous, on va avoir une capacité à négocier un prix plus forte que le porteur de projet en direct ou parfois que la collectivité. On travaille beaucoup avec des collectivités et pour un élu, ça peut être compliqué de négocier un prix avec des gens voilà, qui connaissent ou quoi. Et nous, on arrive comme un tiers. En plus, on est une foncière, on a les capitaux, on arrive à avoir un propriétaire, on dit on vous achète cash, en fait, il n'y a pas de clause suspensive, etc. Par contre, notre prix, c'est ça, parce que derrière, on a chiffré tant de travaux, on veut faire tel loyer à notre porteur de projet. Par ailleurs, souvent, on essaie de convaincre le propriétaire en lui disant, mais voilà, ça va être un super projet aussi. Enfin, ils savent déjà pourquoi on rachète le local. Et du coup, on va pouvoir travailler sur une négociation de prix plus intéressante. Donc, voilà, ce que vous mentionnez, finalement, voilà, on peut se retrouver à d'autres niveaux du projet, mais sur la négociation, on a un rôle très important. Et juste, j'en profite pour vous dire, parce que ce n'était pas vraiment la question, mais que combien ça coûte, c'est aussi combien ça coûte les loyers. Donc là, votre question, c'était sur le prix d'achat, mais je pense peut-être d'autres se questionnent sur les loyers qui sont pratiqués. Nous, les loyers, ils sont en toute transparence. Ils sont en toute transparence calculés et communiqués auprès des porteurs de projets, puisqu'ils vont dépendre non du marché, mais des variables de notre projet. Donc nous, on n'a pas un loyer à prendre ou à laisser. Le loyer, il va dépendre justement du prix d'achat, d'où l'intérêt de le négocier au plus bas, mais évidemment de l'enveloppe de travaux. Et donc c'est là où on travaille finement avec un porteur de projet pour savoir jusqu'où on va en travaux, parce que ça dépend aussi des loyers qu'il est capable de supporter. Et puis des différents frais, comme les frais notaires, etc., qui sont inhérents à toute opération. Mais en fait, on a donc tout un outil de calcul de loyer, et c'est aussi intéressant de poser le loyer comme une variable auprès du porteur de projet. Voilà, que ce soit aussi un juste équilibre. Je crois qu'il y avait une autre main levée, alors peut-être on prend juste une dernière question. Oui, Baptiste. on va prendre une dernière question. Alors, il y avait une main levée, mais il y avait avant dans le chat une question d'Isabelle Bréchet. Donc, Madame Bréchet, je vous invite à ouvrir votre micro, à poser votre question, et puis Thibaut à faire une très courte réponse pour pouvoir avancer. Bonjour, je me demandais si la complexité du montage n'était pas un frein du coup pour la communication publique, notamment auprès des citoyens lorsque vous évoquez cette levée de fonds participative.
Merci Isabelle pour votre question très pertinente, puisque c'est un vrai sujet. En l'occurrence, justement, on a une super chargée de communication. De nouveau, là, je pointe des compétences, hein, parce que nous, on est une équipe d'une douzaine de personnes et il y a quasiment 12 compétences différentes, ce qu'on ne peut pas forcément retrouver voilà, chez un porteur de projet, une collectivité. Et elle a vraiment une compétence super importante justement sur ce que vous pointez, parce que quand on doit lever des fonds, nous, on lève des fonds donc, auprès de citoyens, mais aussi auprès je dis, de gros investisseurs. C'est pas du tout la même communication. Et c'est des enjeux justement de clarification, de voilà, cibler aussi le message pour pouvoir leur parler. Donc très clairement, nous, quand on fait les levées de fonds citoyennes, ce que vous pointez, c'est il y a deux choses. Il y a à la fois un élément de complexité qui est, on ne vous propose pas de données. Aujourd'hui, c'est assez facile et les gens connaissent le crowdfunding, le don, la défiscalisation qui va avec. C'est quelque chose qui est connu. Nous, on leur propose autre chose, c'est un produit d'épargne. On leur propose de placer de l'argent. Donc ça, déjà, il faut faire un peu de pédagogie parce que c'est un peu nouveau. Alors pourtant, c'est très intéressant, hein. Vous ne donnez pas, vous pouvez récupérer derrière. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, il y a un peu la complexité de ce que c'est Village Vivant, la structure juridique, etc. Mais ça, je dirais qu'on ne communique pas là-dessus. C'est quelque chose qu'on leur explique. Une fois qu'ils placent l'argent, il faut bien qu'ils comprennent où c'est, dans quel modèle, etc. Donc on a beaucoup de transparence. Mais pour lever des fonds, on utilise un message beaucoup plus simple, celui de aider les projets à s'installer près de chez vous, aider à revitaliser les campagnes, parce que c'est un peu le terme qui est employé. Enfin voilà, on communique là-dessus et bah, je vous inviterai aussi à regarder un peu nos éléments de communication de notre site et on serait très preneur de vos retours aussi si vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à nous faire aussi des critiques là-dessus. Merci Thibaut. On va devoir poursuivre sur la deuxième partie. Donc, désolé pour les questions qu'on ne peut pas prendre et les mains levées. On vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez et nous pourrons revenir dessus donc, à la fin de ce webinaire. Thibaut, donc du coup, je te redonne la parole pour la deuxième partie. Oui, merci Baptiste. Je vais faire un peu plus vite du coup sur cette partie-là pour rattraper le timing, mais et surtout se laisser du temps pour les autres questions en fin de webinaire. L'idée là, c'est de prendre un peu de recul, puisque donc à la fin on vous a parlé de nous, des foncières, on vous a beaucoup parlé d'immobilier. L'idée de ce webinaire, c'est quand même de parler aussi du rôle des collectivités pour le développement des projets de l'économie sociale et solidaire. Et ce rôle, il ne peut pas se limiter à l'immobilier. Et d'ailleurs, pour bien traiter aussi le sujet de l'immobilier, je pense qu'il est essentiel d'avoir en tête le panel de ce qu'on peut faire pour voilà, bien mobiliser cet outil-là. Alors de nouveau, je sais que vous êtes des collectivités de taille très différentes, donc c'est un propos qui va être un peu adapté, mais globalement, ce que vous voyez là peut parler à différentes tailles de collectivités, après avec des outils simplement qui sont un peu différents et ajustés. Et c'est des outils qui vont être plus ou moins directs ou plus ou moins macro, hein, à échelle de politique publique sur le temps. Mais vous dire que, donc ils ne sont pas forcément là dans l'ordre, hein. Il y a d'autres rôles bah, qui sont peut-être un peu évidents pour vous, mais clairement, le premier, qui est celui de réglementation des collectivités publiques, des collectivités locales, il est aussi essentiel pour favoriser ou pas l'installation de ces projets. Alors, on se parle là notamment de la réglementation urbaine, parce qu'il y a quelque chose de très évident, très clair, qui est le PLU, qui est voilà, les règles d'installation. Mais ça peut aller au-delà, mais c'est clair que nous, à chaque projet, par exemple, quand on achète un bien et qu'on doit installer un porteur de projet, la première chose qu'on vérifie, c'est quelle est la destination du bien pour après, si on doit déposer un parce qu'on transforme un logement en activité économique, peut-être, enfin, ou un immeuble qui était considéré logement en activité. Donc, en fait, ce passage par la réglementation, il est premier dans tout projet. Et on fait beaucoup, nous, de changements de destination parce qu'en l'occurrence, en zone rurale, il y a beaucoup de biens qui sont amenés à changer de destination. Donc, si on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué par telle ou telle réglementation, le projet peut très vite capoter. On a beaucoup de cas hein, de bâtiments avec des règles en zone A, zone U, etc. Enfin, donc, du coup, ce regard sur la réglementation urbaine et la réflexion là-dessus, il est prégnant. Et pour aller plus loin, je pense à des dispositions comme les linéaires commerciaux qui aujourd'hui se retrouvent de plus en plus plutôt pour les petites et grandes villes, pour dire voilà, sur certains linéaires, là on va à l'inverse protéger une destination qui est celle de commerce d'activité
et empêcher potentiellement voilà, d'autres activités de s'installer pour préserver ce foncier-là. Et donc, c'est gratuit pour une collectivité de faire ça. Mais en limitant la destination de ces fonciers, elle en limite aussi l'explosion en termes de prix. Parce que voilà, ça ne peut pas partir pour des locaux de banque assurance ou pour du logement. Voilà. Et du coup, c'est aussi une manière de créer du foncier accessible que de travailler sur la réglementation. Et je parle pas d'autres, enfin, j'en cite juste une autre parce que pareil, dans les innovations, c'est parfois peu connu, mais je pense au permis de louer aussi. Alors là, on se parle plutôt du logement, mais qui fait partie de ces dispositions de réglementation qui sont encore aujourd'hui peu utilisées, mais plutôt pour les moyennes et grandes villes. C'est possible sur un linéaire, une rue, mettre en place un permis de louer et du coup de réglementer aussi le fait que les propriétaires puissent louer en l'occurrence des logements, au fait qu'ils soient aux normes sanitaires. Donc voilà, pour vous dire que la réglementation, on peut la creuser, qu'il y a aussi des nouveaux outils qui continuent de se créer. Alors nécessairement, le rôle de propriétaire et gestionnaire de biens, on s'en est un peu parlé, c'est aussi un rôle premier, mais qui n'est pas que acheter, mettre en location des biens. Là, je pense que c'est très important de creuser aussi ce rôle-là, de se dire quel type de baux on emploie, pourquoi est-ce que la collectivité doit être propriétaire. Alors parfois, en zone rurale, nous rencontrons beaucoup un cas type, c'est la collectivité a été amenée à racheter un ancien commerce, un ancien hôtel-restaurant par manque de porteurs de projet, donc pour faciliter l'installation d'un porteur de projet, pour pallier un peu ce qui est presque du service public, hein, au dernier commerce. Mais en zone plus urbaine, ça peut être un choix de racheter certains biens stratégiques pour des dispositifs spécifiques, par exemple des baux précaires, des baux de tests d'activité, pour permettre à des activités naissantes de se créer, et puis après on leur demande d'aller ailleurs, un peu dans une logique de pépinière de telle entreprise. Ouais, c'est bien réfléchir son rôle aussi de propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers, pourquoi on le fait et sous quel format. La question des financements, qui est très importante, à la fois quel type de financement on déploie, quelles sont les règles de financement. Donc il y a des choses très classiques sur le financement à l'investissement de l'installation de nouveaux commerces, mais nous on se rend compte justement, si on se parle d'acteurs de l'ESS, que parfois des acteurs sont oubliés de ces financements, des commerces qui ouvrent sous format associatif qui n'ont pas accès à des aides parce que le règlement d'aide a mal été écrit ou les exclut, bah, c'est dommage pour ces activités-là. Mais aussi que le financement, il n'est pas forcément en aide directe, il peut être en notion de fiscalité. Donc là aussi, il y a de nouveau plein de dispositifs qui se développent en zone rurale. Je pense aux récentes zones Orcomir. Alors, c'est les zones de revitalisation des commerces en milieu rural qui permettent à une collectivité de voter localement à échelle communale ou intercommunale, d'exempter de cotisations économiques territoriales les entreprises, donc notamment de cotisations foncières. Donc voilà, ça peut être un levier à activer en plus des dispositifs, etc., mais très local. Donc, de nouveau, le financement, on peut creuser, l'aborder de plein de manières différentes. Il y a, au-delà de l'argent, de nouveau l'ingénierie. Hein, je l'ai beaucoup dit tout à l'heure, mais le soutien technique que peut apporter une collectivité, il est premier en plus d'un éventuel soutien financier. Et voilà, on a beaucoup de projets où des services techniques viennent se mouiller, accompagner, ou des élus, etc., soutenir un projet. Elle est elle-même porteuse de projet et gestionnaire de services d'équipements publics. Là, je donnerai un exemple aussi très précis pour évoquer ce volet-là, mais il est à prendre de manière très large de nouveau. On voit beaucoup se développer les médiathèques tiers-lieux. Et on a beaucoup d'exemples qui fonctionnent très bien, notamment en zone rurale, où on a un café associatif ou un tiers-lieu ou un autre type d'activité économique de l'ESS qui s'adosse à un équipement public. Donc, je prendrai l'exemple il y en a plein qui se créent en ce moment ou qui sont créés, mais de la médiathèque de la gare de l'Utopie à Vertola, il y a un tout petit village du Puy-de-Dôme où, du coup, on a à la fois la médiathèque qui est gérée donc, par la collectivité, par l'intercommunalité, avec une médiathécaire qui est salariée, et un café associatif qui va être espace de vie sociale, qui fait des paniers, etc. Donc, un peu un rôle de dernier commerce. Et si ce projet associatif, il vit, c'est aussi grâce à la médiathécaire qui est les salariés de la collectivité et qui joue un rôle un peu d'animatrice et de soutien à cet asso. Donc en fait, si vous voulez, indirectement, il y a une aide technique, une aide financière presque, parce que c'est comme si un bout de poste de coordinatrice de tiers-lieu était là financé par la collectivité. Donc on voit que mais il y aurait plein d'autres illustrations. Un dernier point, là, le fait d'être en tant que collectivité aussi cliente et acheteuse de prestations, donc ça c'est un moyen aussi évident de soutenir indirectement des projets. En zone rurale, on parle beaucoup justement par exemple, de restaurants ou d'épiceries
qui bénéficient par exemple de l'approvisionnement de la cantine. Alors du coup, ça leur fait aussi des ressources fixes, etc. Mais on peut aussi parler de toutes les collectivités plus urbaines qui, par exemple, vont louer des espaces dans des tiers-lieux pour des réunions, pour des choses, qui font appel à ces acteurs-là. Et ça, c'est un premier moyen de soutien et de reconnaissance surtout de ces projets. Et enfin, un rôle très important qui va être celui de porte d'entrée et de coordinateur, d'impulseurs, de médiateurs au niveau local, pour que tous ces porteurs de projets qui soit arrivent de l'extérieur, soit sont du territoire, mais ont besoin de soutien aussi au démarrage, de trouver les réseaux et un interlocuteur. Et ça, alors, je disais de nouveau, je parle plutôt des territoires ruraux qu'on connaît bien et avec qui on travaille, mais on voit des territoires se dénoter par rapport à d'autres. Je pense, pour donner des exemples très précis, au parc naturel régional du Livradois-Forêt, qui a un service d'accueil des personnes sur le territoire et des entrepreneurs. Mais derrière un entrepreneur, il y a une personne, donc c'est aussi trouver à se loger, trouver des moyens de garde, etc. Et qui du coup fait guichet unique et coordonne les activités des chambres de commerce et des métiers, des acteurs d'accompagnement, de financement, mais en réseau. Enfin voilà, on prend par la main un porteur de projet, échange avec les collectivités pour savoir à quel endroit il pourrait atterrir, à quelle collectivité à quel besoin ça correspond. Donc du coup, de se doter aussi vraiment d'une ingénierie territoriale pour accompagner et aiguiller ces porteurs de projets dans leur installation. Je vais passer assez vite sur les slides suivantes. Je te laisse, Émilie, passer la prochaine et puis je vais rapidement conclure. Derrière ces différentes postures, ces différents outils, je voulais juste vous montrer ce petit schéma dessin qui a été réalisé par une amie du réseau des tiers-lieux en région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'elle utilise souvent justement pour travailler aussi avec une collectivité où elle se situe par rapport à ces projets-là. Et comment on travaille aussi pour passer d'un îlot à l'autre. Et souvent, on se rend compte que parfois, il y a beaucoup de projets aussi qui se font parce que c'est aussi des acteurs un peu alternatifs ou que le monde de l'entreprise ou le monde de l'association, il est extérieur nécessairement aux institutions publiques, que ça peut être juste de l'indifférence ou de la méconnaissance. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est contre, mais on ne se connaît pas. Et comment on crée aussi un contexte de collaboration plus facile parce que déjà on se rend compte et ensuite on invente des modes de collaboration et de coopération comme la mobilisation des outils que je viens de citer. Si tu passes la slide suivante. Je reviens juste sur l'immobilier pour conclure cette visio. Si on prend l'outil immobilier parmi tous ces outils-là, ensuite, il y a plein de manières de l'employer et ça ne veut pas forcément dire que la collectivité achète. Je donnais l'exemple tout à l'heure, on peut faire baisser les prix simplement par la réglementation, notamment. Enfin, voilà, ça peut être aussi un moyen de faire pression aussi sur des propriétaires. Mais au-delà de ça, donc on peut aider les porteurs financièrement dans leur acquisition ou leurs travaux. Et là, le règlement d'aide, il est vraiment très important pour savoir qui est éligible, pourquoi. Est-ce qu'on met aussi des critères sur les activités, sur leur ouverture au public aussi, ou leur impact social. Ça peut être, ça se fait encore peu, mais ça pourrait être aussi des critères conditionnant ces aides. Ensuite, il y a beaucoup de collectivités qui travaillent plutôt que racheter elles-mêmes en convention avec des propriétaires. Je pense à Romans-sur-Isère, c'est de nouveau une petite ville près de chez nous, mais qui a mis en place un règlement où elle vient louer un local vide à un propriétaire privé pour le sous-louer à des jeunes artisans en création, donc qui, eux, veulent plutôt des baux précaires. Les propriétaires, eux, sont méfiants parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ont un locataire fiable. Et donc, l'intermédiaire collectivité, là, il est hyper important pour créer la confiance d'un côté et de l'autre et créer des conditions où la collectivité, elle est solvable. Donc, elle peut facilement obtenir ce bail auprès du propriétaire privé qui, lui, s'engage à faire des travaux contre ça. Et ensuite, elle anime, elle met en sous-location à des acteurs. Donc et ça, c'est beaucoup moins cher pour la collectivité que d'acheter elle-même. Même si elle sous-loue un peu moins cher, ce sera toujours moins cher. Et ensuite, une collectivité peut décider vraiment d'acheter, et c'est là où, ce qu'on évoquait tout à l'heure, elle le fait en direct, elle gère des biens ou via des structures existantes ou à créer comme les foncières. Sur la slide suivante, je vous donne juste un exemple aussi. Qui est dans le guide, c'est plus pour vous redire que si vous voulez creuser les sujets, n'hésitez pas à consulter le guide. Il y a 3-4 exemples qui sont un peu creusés et qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des interlocuteurs pour les questionner sur leur expérience. On a documenté l'exemple du château de Sépois, puisque c'est l'endroit où s'est installé récemment un Fab Lab tiers-lieu de l'association Gatineau en transition, qui est un exemple très intéressant à la fois parce que l'association a mis longtemps à trouver un bien,
Donc, vous vous souvenez, ma première phase d'une aventure immobilière, c'est la prospection. Et ça a été très, très compliqué de trouver. Et ils ont dû élargir leur territoire aussi de recherche. Et finalement, le mode d'utilisation du bien, qui est assez original, mais que vous connaissez sans doute, c'est le bail amphithéotique, qui est assez intéressant parce qu'on met à disposition, à titre gracieux ou quasi gracieux, un bien immobilier, mais en conférant les droits réels. Donc à la fois, c'est intéressant parce que l'association, bon, elle se voit confier ce château, mais c'est aussi intéressant pour la collectivité qui était propriétaire et qui confie aussi le poids de cet immobilier, de sa gestion, de son entretien, des travaux, etc. à un acteur tiers. Donc ça veut aussi dire que l'association doit avoir les reins assez solides et les épaules assez solides pour financer ça et doit l'avoir prévu. Donc là où c'est intéressant, c'est que ça remobilise des notions qu'on a commencé à évoquer ensemble de voilà, qui est propriétaire, quelles sont les relations propriétaire-locataire, qui est responsable de quoi, quels sont les modèles économiques aussi d'ailleurs. Et voilà une solution un peu originale de mise à disposition de foncier abordable à un acteur de l'ESS. Et enfin, dernière slide, pour conclure, et ça, c'est aussi pour commenter un peu cet exemple du château de Sépois, une notion qu'on me brandit beaucoup avec Fanny Côté, donc avec qui vous a proposé ce guide, c'est la question du droit au choix. Et je voudrais conclure là-dessus vis-à-vis de la posture. On a parlé des différents outils, des différentes approches que la collectivité peut avoir pour aider ses acteurs, mais au fond, il y a aussi un enjeu de posture sur voilà, est-ce qu'on veut imposer entre guillemets des politiques publiques, des outils avec une vision très descendante, ou est-ce qu'on, avec beaucoup d'empathie, on se met aussi à la place de ces entrepreneurs, ces porteurs de projets de l'ESS, sur leurs besoins et sur peut-être leur laisser un droit au choix. C'est-à-dire que un tiers-lieu, un porteur de projet, n'a pas forcément envie d'être locataire d'une collectivité et de se dire je suis dépendant, si ça change de mandat, voilà, je suis peut-être mis en difficulté. Si je mène des actions un peu militantes ou autres, ou qui leur plaisent pas, ou des éléments culturels qui leur vont pas, ils vont peut-être venir me critiquer, etc. Enfin, du coup, ils veulent peut-être un peu d'indépendance. Mais comment on garantit ça? Est-ce que peut-être finalement, typiquement, la manière dont une collectivité peut investir dans une cible, donc prendre des parts sociales, ça lui permet d'avoir un rôle de gouvernance, mais pas d'avoir la main, d'être juste partie prenante. Donc c'est une des manières d'être partie prenante. Est-ce qu'il ne faut pas inventer des modèles où, au lieu voilà, d'être seul maître à bord, la collectivité, elle est simplement partie prenante. Et donc, il y a vraiment un peu ces deux manières aussi d'appréhender le soutien à l'immobilier pour ces acteurs, puisque c'est notre sujet. C'est soit de leur proposer un immobilier solidaire, donc voilà, d'être acteur pour racheter, rénover, etc., et permettre des modes d'occupation, comme c'est le cas là au château de Sépois, pour l'association Gatineau en transition, qui sont abordables et correspondent à leurs besoins, soit d'être en soutien, d'être en accompagnement, d'être en co-construction, en subvention, etc., mais de laisser le choix et laisser faire aussi les acteurs, voilà, d'avoir juste cette posture aussi de soutien. Je vais donc laisser la parole à notre témoin. Merci Thibaut pour cette deuxième partie. Un petit rappel pour vous dire, ou un rappel, plutôt une annonce, parce que je ne l'avais pas dit en ouverture de ce webinaire, mais nous vous partagerons bien évidemment l'enregistrement ainsi que cette présentation. Donc vous aurez accès aux illustrations, aux différentes sources aussi qui y mènent pour pouvoir aller plus loin. Voilà, à la fin de cette présentation, nous avons également quelques ressources que nous vous partagerons. Donc, pour conclure ce webinaire, et avant donc, la partie questions-réponses, nous avons la chance d'avoir le maire de Saint-Patern-de-Racan, Éric Laplot, qui est avec nous, donc dans une commune de l'Indre-et-Loire, pardon. Donc, merci Monsieur Laplot d'être avec nous. On va faire un petit peu plus court, donc on va essayer de faire ce témoignage en 10 minutes pour tenir le timing. Je voulais commencer par vous demander tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune, la communauté de communes, et puis les principaux défis qui se posent à vous.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation, Baptiste. Saint-Pater-Racan, c'est une petite commune du nord de l'Indre-et-Loire qui se situe dans le pays de Racan et qui compte 1703 habitants. Le pays de Racan, c'est une terre, on va dire, qui fut en pointe il y a déjà très longtemps sur la question du développement local avec à l'époque un tiers-lieu dans un collège en 1993-94. Il y avait un tiers-lieu il y avait un collège qui faisait office de tiers-lieu, donc qui regroupait des acteurs locaux, des élus, des citoyens du territoire, des acteurs culturels, des acteurs économiques. Et donc, nous avons cette tradition de travail en réseau et en synergie d'acteurs. Voilà. Alors, la commune de Saint-Pater, en fait, pour le coup, elle a posé dans son programme politique, en fait, l'idée de revitaliser et de dynamiser autour des questions de la redirection écologique de la transition. Donc, en fait, les différents projets du village, relocalisation d'activités, souveraineté alimentaire, valorisation du territoire, des acteurs locaux, des ressources locales. Tout ça, c'est la base du programme politique de la commune qui vient en fait de la société civile, citoyenne. Et donc, de base, nous avons une quantité de bâtiments que nous avons décidé de dédier en fait à cet objectif politique. Et donc, de fait, nous tombons par le jeu de la mise en réseau et de la synergie d'acteurs sur les acteurs de l'ESS, bien naturellement. Voilà. Ce qui fait que notre foncier est globalement réservé aux acteurs qui correspondent à ce cahier des charges politiques et donc aux acteurs de l'ESS. Voilà. J'étais déjà un peu long, mais si tu veux relancer… Non, non, pas du tout, Eric. Alors, donc du coup, vous avez mentionné des acteurs de l'ESS sur la commune. Quels sont-ils, s'il est possible de les nommer, et surtout, voilà, quelles réflexions, quelles postures ont été adaptées? On a compris qu'il y avait un héritage sur la commune, mais voilà, quelle posture vous avez adoptée vis-à-vis de ces acteurs-là? En fait, on a une position du coup hyper volontariste. C'est-à-dire qu'on met clairement à disposition le foncier d'acteurs associatifs, de la MAP par exemple, qui va participer à une coopérative d'un pôle alimentaire. On va mettre à disposition un local à une association de valorisation de la matière qui va restaurer des meubles, par exemple. On va mettre à disposition une autre partie d'un local à une association qui va travailler ou une coopérative qui va travailler sur la question de la conserverie. Et puis, on va aussi travailler sur la question des compétences. Donc, mettre dans un autre lieu des acteurs de l'emploi, de la formation, qui observent les situations de travail sur le territoire, etc., etc. Donc, en fait, à partir du projet politique et à partir d'une démarche de développement local assez classique, qui est de mettre les gens en réseau et de créer des synergies d'acteurs, en fait, on se retrouve avec pour utiliser un mot à la mode, un écosystème d'acteurs associatifs, coopératifs, citoyens, économiques au sens large, qui vont finalement se retrouver à vitaliser, dynamiser en fait des lieux qui sont aujourd'hui communaux. Voilà. Et les deals qu'on a avec eux, c'est évidemment d'essayer de ne plomber le bilan de personne, ni celui de la commune. Donc, on va trouver des astuces. Par exemple, on a racheté un hôtel-restaurant. Donc, le restaurant est mis à disposition d'un porteur de projet autour de la question alimentaire. Mais l'hôtel, les chambres sont réservées aux apprentis.
Alors, du territoire. Mais là, on voit bien que les chambres qui sont réservées aux apprentis du territoire, eh bien, elles profitent en fait à l'activité économique du territoire et finalement, la location, même modique des chambres aux apprentis, finalement, ça a financé globalement l'achat du restaurant. Et donc, c'est un peu des techniques gagnantes-gagnantes, enfin, c'est un peu des calculs gagnants-gagnants qui font que finalement, la pression sur l'acteur du pôle alimentaire, elle va être relativement faible, au moins au départ. C'est-à-dire qu'on va valoriser ce qui serait un loyer théorique, voilà, en se disant, ben, quand l'activité a pris son essor, quand l'activité est pérennisée, quand on voit que ça fonctionne, qu'il y a maintenant de la trésorerie, etc., là, on peut commencer à envisager d'avoir une rémunération de type loyer. Mais dans l'intervalle, avant que ça se fasse, en fait, on est positionné sur, on a vraiment une attitude ultra volontariste. Mais parce que ça correspond au projet politique, c'est-à-dire que c'était ça la base. Voilà. Alors, on n'est pas dans l'instrumentalisation des acteurs, parce que vous pourriez vous dire, ouais, bon, en fait, en vrai, mais non, c'est pas ça. C'est le développement local, c'est on se rencontre, on partage des valeurs, on partage un projet globalement de redirection et de transition écologique. On le partage, ce projet, et donc, eh ben, les uns et les autres, dans un partage gagnant-gagnant, ben, on agit dans la même direction. Bon, ça va. Pardon. Non, je vous en prie, allez-y, continuez. Donc, ça va aboutir sur le territoire à la création de plusieurs coopératives, pour le coup, dans lesquelles la collectivité sera plus ou moins investie, c'est-à-dire plus ou moins chef de file. Donc, voilà. Le pôle alimentaire, d'un côté, le pôle économie circulaire de l'autre, et le pôle formation, compétences sur l'ensemble des bâtiments. Et là, la collectivité est plus ou moins chef de file. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est comment, parce que là, on voit bien les différentes interactions avec des acteurs et la posture que vous avez adoptée vis-à-vis d'eux, avec un message assez clair. Comment s'est engagé le dialogue? Est-ce que vous êtes allé les voir un par un? Est-ce que vous les avez réunis tous ensemble dans un premier temps, dans un second temps? Voilà, on est sur différentes temporalités, hein, c'est un mot qui revient souvent. Comment ça s'est fait concrètement? Ben, en fait, moi, j'ai l'impression de passer ma vie à faire des rencontres. Donc, en fait, il suffit ben voilà, l'échange d'aujourd'hui, pour moi, c'est un des exemples qui font que, à un moment, il y a probablement un acteur avec qui ce que je raconte va résonner, puis qui va après m'envoyer un message en me disant, mais oui, mais moi, ça m'intéresse de participer dans cette logique-là à l'expérience. C'est assez drôle parce que j'étais ce week-end dans le sud de Lozère, dans un truc qui s'appelait il y a du génie dans le désert. Et en fait, j'ai été mis en relation avec des acteurs de Lozère qui m'ont parlé de Village Vivant et du projet de recyclerie sur lequel Village Vivant cherche du foncier à côté de, si je me souviens bien, à côté de Saint-Germain, Vallée Française. Ça doit être ça, l'endroit. Et en fait, nous, le démarrage du pôle économie circulaire a commencé par une recyclerie que nous avons construite sur la déchetterie de la communauté de communes. Bon, voilà. Et donc, on connaît bien ces problématiques de recyclerie. C'est assez facile d'échanger, du coup, avec des acteurs et de faire des échanges, du coup, d'expérience et de se retrouver et de faire des consortiums. En fait, on commence, vous savez bien, aujourd'hui, le mot à la mode, c'est ça, c'est consortium. Alors, on commence par faire des consortiums d'acteurs qui ont envie d'aller vers un projet commun, à terme une structure commune, et pour nous, on va dire globalement vers des coopératives. Voilà. La commune de Saint-Paterne est adhérente à un réseau qui s'appelle le réseau des localos. Et les localos, en fait, un des sujets des localos, c'est les coopératives intégrées de territoire. Voilà. Si ça intéresse, allez voir sur le site des localos, je fais un peu de pub.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire Et d'autre? vous avez bien raison. Alors peut-être une ou deux dernières questions, et puis après on pourra aller sur la partie d'échange avec l'ensemble des participants. Mais quelle question reste en suspens aujourd'hui? Et voilà, quelles sont les perspectives pour ces acteurs-là et pour vous également? Comment voyez-vous la suite? En fait, pour être tout à fait honnête, on est, nous, collectivité, dans le même état de fébrilité que n'importe quel entrepreneur qui se pose la question de la pérennité du modèle économique des expériences qu'on mène. Donc, évidemment, on a des discussions avec les acteurs, on discute de la manière de faire, d'essayer d'optimiser telle ou telle action pour se faciliter la vie, comment trouver du stockage intelligent pour les meubles qu'on récupère afin de les redesigner dans une optique de réemploi. On va se poser tout un tas de problèmes d'acteurs. Économique, et la collectivité, du coup, y participe dans des groupes de travail. Et l'idée, c'est vraiment de pérenniser chaque étape, d'avancer marche après marche, et puis d'essayer de pérenniser la situation à chaque marche qui est franchie. Et que finalement, on finisse par trouver des équilibres. Parce que la collectivité, elle doit équilibrer son budget. C'est clair, hein. Donc on a des marges de manœuvre qui sont assez contraintes finalement, mais on a quand même des possibilités d'action. Mais les acteurs, eux aussi, en fait, ils ont un peu de fonds propres à investir, mais assez vite, il faut que le modèle économique permette la pérennisation du modèle et puis l'évolution. Un petit peu de rénovation supplémentaire dans un local, un peu d'isolation supplémentaire, l'extension de sanitaire par exemple, ou répondre à une norme qui se pose à un moment alors que ça n'avait pas nécessairement été anticipé. Donc il faut marche après marche pérenniser les activités et le modèle économique des différentes activités. Voilà. Très bien, merci beaucoup Eric pour ce partage d'expérience. Je vous propose qu'on puisse passer sur la partie d'échange, de questions-réponses. Voilà, donc celles et ceux qui souhaiteraient nous quitter et qui sont contraints peuvent le faire bien sûr. Nous restons ensemble jusqu'à 11 heures. Je vois qu'il y a déjà des mains levées, donc nous allons prendre ces mains-là en priorité. Et si vous souhaitez poser une question, nous invitons à lever la main. Vous avez un petit signe en haut pour demander la parole. Voilà, ça nous permettra de gérer plus efficacement vos demandes. Nous avons une première question de Jean-Bernard Perron. Je vous laisse le micro. Oui, merci. En fait, non, j'ai deux questions. J'en ai une pour Monsieur Laplot. Je vous remercie de votre présentation qui est bien intéressante et qui montre quand même que les choix politiques sont quand même à la base de beaucoup de choses et notamment d'une démarche d'ensemble, enfin d'une démarche systémique. Vous avez évoqué un sujet concernant le loyer et notamment, si j'ai bien compris, il n'est pas forcément au départ au même tarif qu'il va se retrouver plus tard, qu'il est censé se retrouver plus tard du moins, à partir du moment où la structure en question aura trouvé des équilibres économiques plus solides. Est-ce que dans la discussion que vous avez avec les structures qui bénéficient de votre accompagnement, est-ce que dans les discussions qu'il y a avec ces structures, quelque chose est prévu pour le cas où elles n'arriveraient pas à consolider leur
leurs équilibres économiques et ne seraient pas forcément en mesure d'assumer des loyers qui seraient plus élevés, mais je ne sais pas, moi, dans 2 ans, dans 5 ans. Comment sont discutées ces échéances-là avec ces assos? Ça, c'est pour Monsieur Laplot. Et puis, pour l'association Village Vivant, je voulais savoir si la location était la règle ou s'il y avait aussi des cessions pures et simples ou alors des locations-ventes. Voilà, ça, c'était une autre question que je me posais. Je veux bien répondre du coup à la première question. Alors, de toute façon, les loyers, vu où on se trouve dans la campagne quand même profonde du nord de l'Indre-et-Loire, on ne parle pas de loyers très importants, quoi qu'il arrive. Donc, ce ne serait pas le premier problème de la structure. C'est-à-dire que si le modèle économique se pérennise, le loyer ne serait pas le premier problème. Enfin, voilà, ce ne serait pas la première charge. Je pense que ça représenterait de fait une charge quand même relativement modique par rapport à la masse salariale, par rapport aux investissements, si je parle d'un pôle alimentaire, aux investissements en termes de matériel, en termes de légumes, etc., etc. Je pense que le loyer, c'est pas la plus grosse part. Pour l'instant, on a imaginé avec certains, en fait, un deal qui est un peu compliqué pour le Trésor public, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. On met à disposition gratuitement, mais en contrepartie, on peut faire un échange prestation. Par exemple, designer l'espace d'une partie du tiers-lieu. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a une association de designers. On a imaginé que finalement, le modèle est en train de se pérenniser. Donc, dans un premier temps, on n'est pas sur un loyer, on est plutôt sur un échange de prestations. Merci Eric. Je propose à Thibaut de répondre à la deuxième question. Et je rebondis quand même sur ce qui vient d'être dit, c'est que ça demande un peu de courage et pas mal d'ingéniosité de savoir jongler avec ce qu'on peut faire en termes de normes et de ce qui régit les collectivités publiques. Ça ne veut pas dire se mettre hors la loi ou faire n'importe quoi, mais nous, on rappelle souvent qu'il y a quand même des cadres légaux qui écrivent noir sur blanc que voilà, les collectivités locales peuvent soutenir de manière directe ou indirecte des associations, des acteurs privés. On parle souvent d'un article du Code général des collectivités territoriales qui a été réécrit au moment de la loi NOTRe et qui redit bien, alors notamment en zone rurale, que lorsqu'une initiative privée est considérée comme défaillante et qu'on est dans du quasi-service public, il y a un cadre pour soit que la collectivité réalise la chose en question, soit la confie à une association, à un acteur. Donc, parce que souvent, voilà, en tant qu'élu, on est mis face à des citoyens ou d'autres entreprises qui viennent critiquer ça, ou voilà, mais il y a un cadre et après, il faut savoir justement pouvoir jongler pour pouvoir faire des échanges voilà, comme ce qui vient d'être présenté. Je réponds sur la question de la location, de la cession. Donc nous, notre modèle, c'est bien de pouvoir racheter des locaux pour les mettre en location, simplement parce qu'aussi le loyer qui nous est ensuite versé nous permet de couvrir, en fait, le loyer nous sert à rembourser, à couvrir les intérêts de l'argent qu'on lève pour pouvoir racheter et rénover. Donc, du coup, on est nécessairement propriétaire. Enfin, c'est ça notre flux financier, notre modèle économique, que je ne peux pas la présenter dans les détails, mais grossièrement, c'est ça. Et ensuite, on propose aux porteurs de projets, en effet, de leur revendre. Ça, c'est tout à fait dans notre modèle, puisque pour certains porteurs, c'est important à terme d'être propriétaire. Là où pour d'autres, je pense à des associations, des recycleries, par exemple, qui, voilà, en tant qu'association, c'est un peu un tabou d'être propriétaire et ça leur va très bien d'être locataire sur la durée et de ne pas avoir à se soucier de ça. Et donc, quand on doit revendre, on calcule aussi de manière très transparente le prix de revente futur dès le démarrage, dès les premières discussions avec les porteurs de projets qui nous sollicitent. Alors, c'est un peu encadré quand même, on ne pourra pas revendre à n'importe quel prix, fiscalement parlant notamment, mais la base de calcul qu'on pose avec eux, c'est qu'on leur revendra ce qui nous reste, nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura pu rembourser à nos investisseurs via les loyers sera retiré. Et donc, du coup,
a priori, plus on attend pour leur vendre, plus ils auront un prix bas. Donc je dis ça grossièrement, mais c'est pour dire qu'on a un modèle qui est très transparent et de nouveau qui joue sur ces variables-là. Et vous posiez la question aussi du juste loyer à Monsieur le maire. Nous, c'est la même question. Le loyer, c'est une variable qui est entre Village Vivant et le porteur de projet. Donc en fait, c'est en grande transparence, en grande confiance qu'on va calculer ce montant, parce que eux, ils comprennent bien qu'il faut que le loyer soit suffisant pour que Village Vivant ça tourne. Si Village Vivant, en tant que coopérative, se casse la gueule, bah demain, qu'est-ce qu'on fait des locaux dans lesquels ils sont installés? Ça leur pose problème. Et inversement, nous, Village Vivant, on a tout intérêt que ces entreprises ou associations, elles puissent le payer, ce loyer. Parce que si on a des impayés et qu'elles se cassent la gueule, bah, nous, ça n'ira pas non plus. Donc, il y a vraiment cette relation d'interdépendance et de confiance. Et ça se pose de la même manière quand une mairie est propriétaire, puisque ça sert à rien non plus de mettre des loyers zéro ou mettre totalement à disposition des locaux. Si d'ailleurs, en tant que collectivité, vous n'avez pas les moyens d'entretenir le local, de répondre aux demandes de votre association, votre porteur de projet quand il voudra faire des travaux, des extensions, etc. Donc, il y a vraiment la notion de juste prix et je pense qu'elle a été posée par Monsieur le maire et on la pose exactement dans les mêmes termes. Merci Thibaut. On a une autre main levée, donc de Nicolas Hall. Allez-y. Bonjour, Nicolas Asselet. Voilà. Asselet, Tout apparaît excusez-moi. peut-être pas sur le. Je suis président du schéma de cohérence territoriale de l'arrondissement de Vendôme. On a pris dans le SCOT fait référence à l'ESS, qui est un acteur clé de nos territoires, en particulier ruraux, et qui n'a pas que vocation, à mes yeux, à pallier une absence d'initiative privée. C'était par le sens de mes deux questions, un peu provoques sur la totalité du webinaire. La première, je sens une certaine obsession pour la propriété foncière. Pourquoi cette obsession pour la propriété foncière? Et puis la deuxième, est-ce que le modèle économique de l'ESS est intimement et intrinsèquement dépendant du financement public, ou est-ce qu'il peut vivre en autonome de financement public? Voilà, c'est volontiers provoque. Pardon, j'ai pas compris la deuxième. Le financement La public deuxième question, c'est d'écouter la totalité du webinaire. La première question sur l'obsession de la propriété foncière, alors qu'aujourd'hui on cherche plutôt l'usage que la propriété. Et puis la deuxième, c'est la dépendance au financement public. Est-ce que le modèle économique n'est pas viable sans dépendance au financement public? Voilà. Le nôtre Village Vivant ou globalement oui, voilà, de manière globale, Peut-être je vais répondre, je crois qu'elle m'était un peu davantage adressée, mais je vous laisserai compléter, Monsieur le maire. C'est très intéressant que vous posiez cette question, parce qu'au contraire, on est très loin d'une obsession sur la propriété foncière, et d'ailleurs, je vous invite à ouvrir la première page du guide, là, dont on fait que de parler sur la question du foncier, et qui se pose, et on écrit noir sur blanc, la propriété n'est pas une finalité. Et justement, on a un petit schéma avec la notion de propriété, d'usage, et de tous les liens qu'il y a entre les deux, puisque on est quand même dans un pays dans un système qui dit bien immobilier dit qu'il y a un propriétaire. Donc il faut qu'on traite cette question de la propriété, mais on ne dit pas que l'usager, que l'entrepreneur, que voilà, doit être propriétaire. Et ce qu'on décorrèle bien aussi, c'est que la maîtrise foncière, la maîtrise de son foncier, peut se faire par des modèles de quasi-propriété qui ne sont pas la propriété. Et c'est bien l'exemple du bail amphithéotique que je citais tout à l'heure sur le château de Sépois. C'est que du coup, l'association, elle a des droits réels, ce qu'on appelle droits réels sur le bien. Elle va pouvoir y faire des travaux, etc., le mettre en location, mais elle n'est pas propriétaire puisque ça reste propriété de la commune. Voilà. Mais le bail amphithéotique, il confie des droits réels. Donc, on est loin d'être obsédé par la question de la propriété, bien au contraire. Et on pense que voilà, il y a des modèles qui s'inventent où à la fois cette propriété, elle évolue. On a des nouveaux types de structures qui sont propriétaires et je repense je citais tout à l'heure le fonds de dotation Antidote, qui est une foncière aussi, et qui invente un modèle donc eux, ils sont propriétaires, mais leur structure fait que l'ensemble des lieux ont des parts. Donc en fait, ils ont une espèce d'usine un peu à gaz de gouvernance qui fait que c'est une vraie propriété collective et qu'ils arrivent à créer ce qu'on a vraiment une notion de bien commun en fait avec les lieux qui sont rachetés. Et donc cette propriété bien commun et ensuite garantit l'usage, et c'est vraiment l'usage qui nous intéresse des lieux et des projets de l'ESS qui sont installés. Nous, forcément, on parle beaucoup de propriété, puisque Village Vivant, on a été créé en tant qu'une structure de propriété, mais elle n'a qu'une fin, cette propriété,
c'est de garantir l'usage des projets qui s'installent et à qui on loue. Donc voilà, pour remettre un peu les sujets dans le bon ordre, c'est notre modèle, c'est notre raison d'être. La deuxième question, c'était sur les financements publics. Là, de nouveau, je citerai du coup l'exemple de Village Vivant, parce que je pense que la question elle est un peu large. Un peu comme l'idée derrière Village Vivant, ça a été de pouvoir justement créer un modèle autonome de financement public, dans l'idée. C'est-à-dire qu'on s'adresse aussi à des porteurs de projets qui ne sont pas face à une mairie comme celle qui vient de témoigner, qui a beaucoup de bon vouloir pour leur proposer des locaux à bon prix. Et une collectivité fera toujours des locaux moins chers que nous. Enfin, elle peut se permettre de mettre des locaux à disposition ou à très bas loyer. Donc nous, on voulait créer un peu un outil indépendant pour des projets qui sont sur des territoires avec moins de soutien et qui ne soient pas dépendants d'une conjoncture de financement, de subventions, etc., qui évolue aussi. Et c'est pour ça qu'une de nos ressources clés, c'est le financement citoyen. Voilà, on propose aux citoyens d'épargner pour pas grand-chose, alors notamment aujourd'hui parce que le taux d'inflation est énorme, mais nous, on est plutôt sur des placements à 1 à 2%. Bon, à l'époque, c'était ça allait. Mais maintenant, ça va plus trop. Mais du coup, c'est plutôt du placement aussi solidaire pour le réinvestir dans ces projets-là et garantir des loyers bas. Alors, aujourd'hui, dans le modèle de Village Vivant, on a aussi eu des subventions publiques ou du mécénat privé. On a aussi l'État et des acteurs publics qui placent, qui financent en investissement ou en prêt le modèle de la foncière. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi faire ça, ou en tout cas de leur donner un rôle mineur dans notre modèle économique. Et on est, nous, alors là, on est encore en phase de croissance, mais sur un modèle où à 5-7 ans, on est indépendant de ces financements en subvention. Donc, au-delà de ça, je crois qu'il y a des modèles qui s'inventent sans, mais on ne se cachera pas que, à la fois pour aller vite et répondre à la temporalité des porteurs de projets, et parce qu'on est sur des tels enjeux, et notamment quand on se parle en zone rurale de réinvestir des bâtiments avec des énormes coûts de travaux. On a beau avoir un foncier qui est peu cher, ça a été redit par monsieur le maire, l'immobilier coûte cher. Je pense que la puissance publique et la subvention a un rôle évident à jouer là-dedans. L'État l'a bien compris aussi quand là récemment, il a ressorti des dispositifs comme un qui s'appelle restructuration des locaux d'activité avec plusieurs millions d'euros, c'était dans le plan de relance pour financer ça. Je veux bien réagir très vite là pour le coup aux deux questions. Là d'expérience, moi, les porteurs de projets avec lesquels on travaille, aucun n'est obsédé par la question de la propriété. D'autre part, tous cherchent à arriver à un modèle économique qui tient debout sans les subventions. Voilà. Et puis après, du coup, pour faire la démonstration par l'absurde, nous avons quelques biens sans maître sur la commune, donc il n'y a pas de propriétaire. Et là, c'est un vrai bordel, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire. Donc, à un moment, il y a quand même besoin d'un propriétaire pour pouvoir travailler sur le bien. Voilà, ça, c'était une boutade pour M. Asselet. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une question de Mélanie Bogos. Oui. Bonjour. Moi, j'interviens en fait auprès de collectifs de l'ESS et de collectivités plutôt en Pays de la Loire. Et j'ai une question, pas forcément pour un intervenant en particulier, mais moi, j'interviens principalement plutôt sur des projets urbains. Et du coup, j'aimerais bien avoir un témoignage s'il y a des personnes dans la salle sur. C'est vrai que j'ai l'impression que finalement, la pression est peut-être plus forte en milieu urbain de par le coût du foncier, de par aussi le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par ce type de projet. Alors qu'en milieu rural, il y a peut-être une volonté aussi politique plus forte de dynamisation des territoires. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut illustrer ça peut-être sur de l'urbain, s'il y a des interventions. Merci. Alors, on peut, si quelqu'un souhaite la parole sur cette question précisément, je vous propose qu'il lève la main. Et puis, on prendra la dernière question ensuite de Christopher Delassus. Laurent, non, excusez-moi, Laurent Duguet, pardon, vous souhaitez intervenir? Oui, Laurent Duguet, pardon.
Oui, effectivement, je me sentais un peu concerné vu que je travaille au sein d'une ville de 45 000 habitants, la métropole nantaise, mais peut-être que je suis pas le seul, hein. D'abord, je souhaitais vous remercier parce que on se sent moins seul, même si on ne doutait pas du fait de ne pas être seul sur les questions de SS et de locaux, de fonciers, de bâtis sur ce sujet, d'où notre intérêt à la ville de Rezé pour votre webinaire. Donc, merci déjà pour tous ces échanges et ces témoignages. Ça conforte un certain nombre d'enjeux auxquels on doit répondre pour le mandat en cours et de plus en plus prégnant en plus sur les territoires ruraux et urbains. Donc là, le combat est identique sur plein de choses. Donc déjà par rapport aux témoignages qui étaient demandés sur ce secteur-là, déjà on partage les mêmes problématiques, même si effectivement le foncier n'a pas le même coût dans les zones urbaines qu'en zone rurale. Néanmoins, il y a toujours la problématique immobilière et des travaux à réaliser, de la propriété ou pas, de la pérennité. Enfin, c'est ce que je mettais dans les différents espaces d'écriture liés au webinaire. Ensuite, moi, j'avais une question aussi, et Monsieur le maire l'a évoqué à un moment donné. Vous avez parlé du trésor public, je l'ai évoqué dans une question, la direction immobilière de l'État, les domaines aussi qui encadrent en fait toutes les acquisitions ou préemptions par les villes ou par les communes. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet à aborder avec les services de l'État. Donc savoir si vous aviez des échanges avec eux, parce qu'il y a les dispositifs de l'État, il y a évidemment la banque des territoires, mais il y a aussi les obligations qui sont faites aux collectivités, et notamment les loyers à pratiquer, les acquisitions encadrées, voilà. Et puis, j'allais me permettre d'ajouter aussi une question pour les élus, la relation et Monsieur le maire notamment, la relation aux intercommunalités. Alors en milieu rural, vous êtes plus, j'imagine, la densité est moins forte que nous, évidemment, donc il y a moins de proximité entre les différents services d'économie sociale et solidaire que vous accompagnez, mais il n'empêche que l'intercommunalité, nous, on a la compétence, hein, bien sûr, à la métropole nantaise sur ce sujet, mais une forte demande des habitants de chaque commune de disposer de services et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur leur commune. Donc voilà, votre relation à l'intercommunalité, ça m'intéresse également. Merci. Juste simplement dire, avant que je ne vous relaisse la parole, Eric, que voilà, nous allons bientôt conclure. Donc, si Eric, vous pouvez répondre en 30 secondes, et puis on imaginera peut-être une suite à ce webinaire aussi, hein, voilà, par rapport à toutes les questions qui sont posées. Donc, deux sujets. La relation avec le Trésor public. Donc, des dialogues tout à fait transparents et une possibilité d'échanger simplement en posant toujours le préalable que nous, on fait de la politique, donc on a un projet politique et la mise en œuvre comptable, fiscale et compagnie, ça doit suivre le projet politique et le projet politique ne se met pas au service de la fiscalité et de la comptabilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est ce que j'explique gentiment quand je parle avec le percepteur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point par rapport à l'interco. Alors, c'est assez facilité, moi, dans mon cas, puisque je suis vice-président en charge du développement durable à l'Interco Gâtine-Racan et que je suis en charge du SCOT sur le Pays Loire Nature. Donc, les relations sont assez simplifiées, pour le coup. Merci pour cette réponse très courte. Et puis une dernière question, et puis on pourra conclure, de Christopher Delassus, je crois. Oui, bonjour. Donc, moi, j'avais une question sur, c'est vrai qu'on pose souvent moi, je travaille en milieu urbain, donc je suis concerné par les enjeux de foncier et de revente, notamment l'équilibre des opérations. Et donc, on se pose la question, donc surtout sur des fonciers finalement difficiles à valoriser, sur là où on a des coûts de travaux ou de réhabilitation très importants. Et on se demandait un peu quels sont les leviers que pourrait mettre en place soit finalement le porteur du projet ou finalement la collectivité pour finalement aboutir à un projet qui convienne aux deux parties. Du coup, je peux prendre la réponse. J'ai commencé à vous répondre, je pensais que le temps nous était compté donc, par écrit. Mais globalement, en fait,
pour ça qu'on parle beaucoup de variables et d'équations, aussi par souci de pédagogie envers les porteurs de projets qu'on rencontre et l'ensemble de nos partenaires. Et quand dans l'équation, on a à la fois un foncier complexe parce que donc, des pollutions, travaux, etc., complexe, donc cher, et un coût final en termes de charges pour des porteurs qu'on souhaite installer qui est souhaité être faible parce qu'on est face à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors après, je ne veux pas qu'on fasse de raccourcis parce que nous, on a des acteurs de l'ESS qui payent des loyers assez élevés. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un modèle économique moins viable que d'autres. Hein. Mais en tout cas, on veut faire du loyer abordable. C'est ça la finalité. Et bah, du coup, là, dans l'équation, le critère subvention, il devient nécessaire. Enfin, nous, on est confronté à ça, puisque, je vous le disais, on essaie de faire un modèle autonome en financement. Donc, on lève des fonds assez peu chers, parce qu'on a un taux d'intérêt faible aux citoyens et aux investisseurs à qui on le propose. Donc, voilà, on a un modèle. Mais quand on fait rentrer ces variables-là et que le loyer qu'on doit pratiquer est trop élevé, le levier qu'on a, c'est soit faire beaucoup moins de travaux ou négocier le prix de vente, etc. Mais on sait que c'est limité. Mais sinon, c'est faire rentrer de l'argent gratuit, donc de la subvention. Et donc, c'est là que, une fois qu'on s'est dit ça, on ne dit pas grand-chose, mais c'est là où ce qui est important, c'est de comprendre à quel fonds on peut avoir appel. Et qu'est-ce qui fait que, là je parle pour nous, en tant que foncière, en tant que coopérative, on a un outil intéressant pour lever ces fonds-là. Et là, ce qui est clairement intéressant, c'est que sur les projets sur lesquels on travaille, nos porteurs de projets, ils auraient sans doute jamais eu connaissance de certains fonds et jamais eu l'ingénierie pour monter les dossiers, le portrait, etc. Vers nous, les services de la NCT, tiers-lieu ou à échelon local, les DDT, etc. Enfin, c'est des acteurs qu'on pratique presque au quotidien avec qui on échange. Certains, à la Caisse des dépôts, sont aussi sociétaires, ont placé de l'argent dans Village Vivant, etc. Donc, c'est relativement facile de remplir des dossiers, d'aller chercher ces fonds-là pour pouvoir équilibrer une opération. Donc, je donne là l'exemple pour Village Vivant parce qu'il nous concerne, mais je veux dire, au-delà de ça, c'est aussi ce que peut faire une collectivité qui, elle, a une ingénierie qui lui facilite l'accès à ces subventions-là, parce qu'elle les connaît, parce que voilà, du leader, des fonds européens, etc. Et puis parfois, c'est du temps long. Donc, pour permettre à ces petits porteurs, à ces projets d'y accéder. Donc, c'est encore de nouveau, je prends vraiment là le rôle d'intermédiation là-dessus. Merci Thibaut, ce sera le mot de la fin. Donc il est 11h04, nous avons 4 minutes de retard sur la fin de ce webinaire, mais voilà, c'était intéressant d'aller au bout des questions. Donc merci à nos intervenants, Hervé Renaud, Éric Laplot et Thibaut Berlingen pour l'ensemble de ces éléments. Merci à vous, à toutes et tous, pour vos questions et votre présence ce matin avec nous. Sachez donc que cet enregistrement vous sera partagé, la présentation également. Je remercie aussi ma collègue Émilie qui était en soutien pour passer les diapositives. Peut-être qu'Émilie, tu peux mettre la dernière slide ressources pour montrer justement un ensemble de ressources aussi que nous allons vous partager et vous redire aussi que les illustrations que vous avez vues dans ce webinaire, certaines sont prises du guide pratique l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire que la CRES Centre-Val de Loire a publié en fin d'année dernière. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée. Baptiste, un clin d'œil aux amis de l'Ouest, puisqu'il y avait quelques Nantais ou amis de Ligériens de Loire-Atlantique. Il y a aussi un très bon guide qui a été sorti par vos collègues de la CRES Pays de la Loire récemment. Donc, avec toutes ces ressources, vous devriez être bien outillés. À bientôt. Tout à fait. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.